y a des gestes que nous accomplissons chaque jour sans y penser, des habitudes si ancrées dans notre quotidien qu'elles semblent appartenir à la nature des choses. Et pourtant, si quelqu'un vous disait que le simple endroit où vous posez votre balai dans votre maison pourrait révéler quelque chose de profond sur votre rapport à l'abondance, à l'ordre intérieur et à la manière dont vous habitez votre propre vie, l'écarteriez-vous d'un sourire ? Carl Gustav Jung, l'un des esprits les plus singuliers du XXe siècle, avait compris quelque chose que la modernité s'efforce encore d'oublier. Les objets du quotidien ne sont jamais de simples objets. Ils portent une charge symbolique que notre psyché reconnaît bien avant que notre conscience ne daigne s'y intéresser. Et cette charge, lorsqu'elle est ignorée, peut silencieusement orienter notre rapport à la prospérité, à la maison et à nous-mêmes. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne ressemble à aucune superstition, à aucun conseil de bon sens domestique. C'est une invitation à regarder votre espace intérieur à travers le prisme de la psychologie analytique, à comprendre pourquoi certains gestes apparemment anodins parlent à une part de vous qui n'a pas de voix, mais qui agit en permanence dans l'ombre de vos décisions. Nous vivons dans une époque qui valorise l'efficacité, la rapidité, la visibilité. On mesure la valeur d'une chose à son utilité immédiate et on range les objets là où ils tiennent le moins de place, là où ils ne dérangent personne. Le balai, dans la plupart des foyers contemporains, est relégué dans un coin sombre, derrière une porte, sous un escalier, dans un recoin que l'on préfère ne pas montrer aux invités. Et il y a quelque chose d'étrangement révélateur dans cette tendance. Jung observait que la manière dont nous traitons ce que nous considérons comme inférieur, sale ou embarrassant dans notre espace extérieur, reflète presque toujours la façon dont nous traitons ce que nous considérons comme inférieur ou honteux dans notre espace intérieur. Ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de la psyché que nous refusons d'intégrer, trouve souvent sa métaphore dans les recoins obscurs de notre maison, dans les espaces cachés, dans les objets que nous utilisons mais que nous ne voulons pas voir. Pour comprendre ce que Jung pensait réellement des symboles et des espaces psychiques, il faut accepter une idée qui peut sembler déroutante au premier abord. La psyché humaine ne fonctionne pas uniquement sur le plan rationnel. Sous la surface de notre conscience, là où nos pensées claires et nos intentions formulées semblent régner, existe un univers bien plus vaste, bien plus ancien et bien plus puissant. Jung appelait cet univers l'inconscient, et il le divisait en deux grandes strates. La première est l'inconscient personnel, ce réservoir de souvenirs refoulés, d'émotions non digérées, de désirs inavoués et de blessures jamais cicatrisées que chaque individu accumule au fil de son histoire. La seconde est infiniment plus profonde et infiniment plus troublante. L'inconscient collectif, ce socle commun à toute l'humanité, peuplé d'images et de structures psychiques que Jung appelait les archétypes. Ces archétypes ne sont pas des idées que l'on apprend, ce sont des patterns, des matrices de l'expérience humaine, des formes que la psyché reconnaît spontanément parce qu'elles sont inscrites dans sa nature la plus fondamentale. Et parmi ces formes, certaines sont directement liées à la notion de demeure, d'intérieur, d'espace habité. La maison, dans la symbolique jungienne et dans la tradition mythologique que Jung explorait avec une passion sans bornes, représente presque universellement la psyché elle-même. Les différentes pièces d'une maison correspondent à différentes couches de la conscience. Le grenier évoque les pensées élevées, les idéaux, parfois les illusions. La cave représente l'inconscient, les profondeurs, ce qui est enfoui et attendu. Le salon, l'espace que l'on montre, correspond à la persona, ce masque social que nous portons pour nous présenter au monde. Et les recoins, les espaces de rangement, les endroits où l'on dissimule ce qui sert mais qui ne devrait pas être vu, ces espaces parlent d'une dimension psychologique que peu de gens osent examiner, notre rapport à ce que nous jugeons indigne de lumière. Je voudrais faire une pause ici et vous poser une question sincère. Y a-t-il dans votre vie un domaine, que ce soit dans vos finances, dans vos relations, dans votre travail, où vous avez l'impression de stagner malgré tous vos efforts? Un endroit où l'énergie semble ne jamais circuler librement, comme si quelque chose bloquait invisiblement le flot de ce que vous désirez attirer. Jung pensait que ce que nous cachons, ce que nous reléguons dans l'ombre de notre conscience, finit toujours par influencer nos comportements de l'extérieur, souvent sous des formes que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Si cette idée résonne avec quelque chose que vous vivez en ce moment, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à regarder mes ombres ». Votre témoignage pourrait illuminer le chemin d'une autre personne qui traverse la même interrogation. Ce qui est fascinant dans la pensée de Jung et ce qui la distingue profondément d'une simple psychologie du comportement, c'est qu'il ne croyait pas à la neutralité des symboles. Pour lui, un symbole n'est jamais une simple représentation arbitraire d'une idée. Un symbole est vivant. Il porte en lui une énergie psychique que l'individu ressent souvent sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Et le balai,
bien qu'il puisse sembler dérisoire comme objet de réflexion psychologique, appartient à une famille de symboles d'une richesse extraordinaire dans presque toutes les cultures humaines. Dans la tradition populaire européenne, le balai était associé à la purification, à la délimitation des espaces sacrés et des espaces profanes. Les sorcières, dans la mythologie occidentale, volaient sur des balais, ce qui n'est pas anodin. Elles étaient les figures de celles qui connaissaient les lois cachées de la nature, celles qui balayaient les frontières entre les mondes visibles et invisibles. Dans de nombreuses cultures asiatiques, balayer la maison est un rituel matinal chargé d'une intention précise: chasser les énergies stagnantes, renouveler le flux de la vie, préparer l'espace à recevoir ce qui vient. Jung aurait reconnu dans ces pratiques la présence de l'archétype de la purification, l'une des structures les plus profondes et les plus universelles de la psyché humaine. Le désir de nettoyer, de balayer, de chasser ce qui est vieux et mort pour faire place au vivant, ce n'est pas une invention culturelle locale. C'est une pulsion psychique profonde que l'on retrouve dans les rites d'initiation de toutes les civilisations, dans les mythes de renaissance, dans les rêves où l'on débarrasse une pièce encombrée ou où l'on chasse quelque chose d'indésirable hors de chez soi. Quand vous balayez votre maison, même si votre esprit rationnel est occupé à penser à votre journée, une part de vous accomplit quelque chose d'infiniment plus archaïque et plus significatif. Vous participez à un rituel aussi vieux que l'humanité elle-même. Alors, pourquoi Jung dirait-il que l'endroit où vous posez votre balai pourrait influencer votre rapport à la prospérité? Non pas parce qu'il croyait à des règles magiques ou à des superstitions folkloriques. Jung était un scientifique, un chercheur rigoureux qui puisait dans la clinique, la mythologie comparée, l'alchimie, la philosophie orientale et la phénoménologie pour construire une vision cohérente de la psyché. Ce qu'il observait, c'est que les symboles et les gestes rituels agissent sur l'inconscient d'une manière que la raison seule ne peut ni contrôler ni remplacer. Et la prospérité, dans une perspective jungienne, n'est jamais uniquement une question d'argent, de statut ou de réussite matérielle. Elle est profondément liée à la manière dont un individu habite son propre espace intérieur, à la fluidité de son énergie psychique, à sa capacité à laisser entrer ce dont il a besoin et à laisser partir ce qui ne lui appartient plus. Imaginez une personne qui chaque soir rentre chez elle et jette son balai n'importe où, souvent dans un espace encombré, souvent dans un endroit où il tombe régulièrement, où il gêne le passage, où il représente un désordre visible, mais jamais vraiment résolu. Ce geste répété jour après jour parle d'un rapport à l'ordre, et plus profondément encore, d'un rapport à soi-même. Non pas parce que jeter son balai dans un coin ferait fuir la fortune comme par enchantement, mais parce que ce geste est le symptôme visible d'une posture intérieure. Jung avait un mot pour ces comportements répétitifs qui trahissent une structure inconsciente. Il parlait de complexe. Un complexe, dans la terminologie jungienne, n'est pas une pathologie. C'est une constellation d'images, d'émotions et de comportements autour d'un noyau affectif chargé, souvent lié à une blessure passée, une croyance reçue dans l'enfance, une expérience qui n'a pas encore été intégrée consciemment. Et beaucoup de personnes portent un complexe lié à l'argent, à l'abondance, à la valeur personnelle, sans jamais le reconnaître clairement. Ce complexe se manifeste dans les gestes du quotidien, dans la façon dont on range son espace, dont on entretient sa maison, dont on traite ses outils de travail, dont on gère ses finances avec négligence ou au contraire avec une anxiété écrasante. L'espace domestique devient alors un miroir de l'espace psychique, et ce que l'on voit dans ce miroir, si on accepte de le regarder vraiment, peut être une révélation. Jung aimait cette idée que le monde extérieur est souvent une projection de notre monde intérieur, pas au sens d'une causalité magique, mais au sens d'une correspondance symbolique que la psyché tisse de manière naturelle et souvent inconsciente. Quand quelqu'un dit que sa maison est toujours en désordre malgré ses bonnes intentions, Jung y aurait peut-être entendu quelque chose de beaucoup plus profond, une difficulté à intégrer les différentes parties de soi-même, une résistance à mettre de l'ordre dans les espaces intérieurs que représentent ces émotions refoulées, ces désirs non exprimés, ces conflits non résolus. Le concept de la sombra est peut-être le plus puissant et le plus difficile à accepter de toute la psychologie analytique de Jung. La sombra, ou l'ombre, désigne l'ensemble des aspects de notre personnalité que nous avons refoulés, que nous jugeons inacceptables, honteux, faibles ou dangereux. Elle n'est pas une entité malveillante. Elle est simplement ce que nous avons dû mettre de côté pour nous adapter à notre environnement familial, social, culturel. Chaque fois qu'un enfant a été réprimandé pour avoir exprimé sa colère, cette colère ne disparaît pas. Elle entre dans l'ombre. Chaque fois qu'un adolescent a caché son ambition pour ne pas paraître arrogant, cette ambition entre dans l'ombre. Et l'ombre, comme tous les contenus refoulés, cherche continuellement à se faire entendre,
parfois de manière subtile et symbolique, parfois de manière explosive et incontrôlable. Ce qui est remarquable, et ce que Jung a observé tout au long de sa carrière clinique, c'est que l'ombre n'est pas uniquement faite de nos côtés négatifs. Elle contient aussi une quantité immense d'énergie vitale, de créativité, de spontanéité et même de potentiel non réalisé. Ce que nous avons mis dans l'ombre n'est pas forcément ce qui est mauvais. C'est ce qui n'a pas eu l'autorisation de vivre. Et lorsque nous apprenons à nous rapprocher de notre ombre, non pas pour lui céder sans discernement, mais pour comprendre ce qu'elle porte, quelque chose de profondément libérateur se produit dans la psyché. Une énergie qui était dépensée à maintenir le refoulement se libère soudainement, et cette énergie peut alors être investie dans la vie réelle, dans les projets, dans les relations, dans la création, dans la prospérité sous toutes ses formes. Et ici, le symbole du balai redevient pertinent de manière saisissante. Balayer, dans la plupart des traditions symboliques, est un acte qui réclame une direction. On ne balaye pas au hasard. On balaye vers une sortie, vers un espace désigné pour recevoir ce qui doit quitter la maison. Il y a une intention dans ce geste, une conscience de ce que l'on chasse et de l'endroit vers lequel on le chasse. Et lorsque le balai est ensuite posé sans intention, jeté dans un recoin sombre, relégué dans un espace que l'on préfère oublier, il y a là une rupture symbolique entre l'acte de nettoyer et l'acte d'intégrer ce nettoyage dans une vision plus large de son espace de vie. Le geste est accompli à moitié, et l'inconscient, qui perçoit les symboles bien mieux que la raison, enregistre cette incomplétude. Jung parlait souvent de la nécessité de rendre conscient ce qui est inconscient. Cette formule, simple en apparence, recèle une profondeur qui mérite qu'on s'y attarde. Rendre conscient ne signifie pas simplement penser à quelque chose. Cela signifie l'habiter avec une présence intérieure réelle, lui accorder une attention qui dépasse la surface et rejoint quelque chose de plus essentiel. Quand vous posez votre balai avec intention, quand vous lui désignez une place dans votre maison qui soit digne, visible, accessible, vous faites bien plus que ranger un outil. Vous affirmez symboliquement que l'acte de prendre soin de votre espace a une valeur, que le soin que vous portez à votre maison est le même soin que vous vous accordez à vous-même. Et cette affirmation, même si elle reste non verbalisée, parle directement à cette part de vous qui opère selon le langage des symboles. Il est important de noter ici que Jung n'aurait jamais réduit la prospérité à une question de placement d'objets dans votre maison. Ce serait trahir profondément sa pensée. Ce qu'il aurait exploré, c'est la dimension psychologique sous-jacente, la question de ce que ces gestes révèlent sur notre rapport à nous-mêmes, à notre valeur, à notre capacité à recevoir et à entretenir ce qui est beau et bon dans notre vie. Car la prospérité dans une vision jungienne est avant tout une question d'alignement intérieur. Elle naît d'une psyché qui a appris à intégrer ses contradictions, à honorer ses besoins profonds, à ne pas saboter inconsciemment ce qu'elle désire consciemment. Et ce sabotage inconscient, Jung l'a vu à l'œuvre dans des centaines de cas cliniques, prend des formes infiniment variées, souvent déguisées sous des comportements que l'individu ne relie jamais à ses difficultés matérielles. Quelqu'un qui croit profondément, dans une couche inconsciente formée dans l'enfance, qu'il ne mérite pas d'avoir de l'argent, que la richesse est suspecte, que vouloir plus est une forme d'égoïsme, cette personne peut travailler d'arrache-pied toute sa vie et trouver 1000 moyens inconscients de ne jamais tout à fait réussir à conserver ce qu'elle gagne. Elle fera des dépenses impulsives au moment précis où elle commence à épargner. Elle sabotage ses projets au moment où ils sont sur le point d'aboutir. Elle repoussera inconsciemment les opportunités qui se présentent parce qu'une voix intérieure, issue de son ombre ou de ses complexes, lui murmure qu'elle n'est pas digne de les saisir. Et cette voix, jamais entendue directement, se fait entendre à travers les gestes du quotidien, les choix apparemment insignifiants, les habitudes que l'on croit neutres, mais qui sont en réalité chargées de sens. Le processus que Jung appelait l'individuation est précisément ce chemin vers la conscience de ces dynamiques cachées. L'individuation n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un mouvement continu, une spirale intérieure qui nous amène progressivement à connaître les différentes strates de notre être, à intégrer notre ombre, à dépasser les identifications rigides de notre persona, à nous rapprocher de ce que Jung appelait le soi, ce centre profond de la psyché qui est à la fois notre nature la plus authentique et un mystère que l'on n'épuise jamais entièrement. Sur ce chemin, les symboles ne sont pas des décorations. Ils sont des balises, des invitations à regarder dans une direction que la raison seule ne saurait indiquer. Et la maison, dans ce voyage intérieur, est un espace qui mérite une attention toute particulière. Non pas parce qu'elle aurait un pouvoir magique sur notre destin, mais parce qu'elle est le reflet le plus immédiat et le plus quotidien de notre état psychique, la manière dont nous l'entretenons, dont nous y circulons, dont nous traitons les objets qui la peuplent. Tout cela parle d'une posture intérieure qui se forme souvent bien en dehors de notre conscience.
Et lorsque nous commençons à regarder notre espace de vie avec les yeux de la curiosité psychologique plutôt qu'avec les seuls yeux de la fonctionnalité, quelque chose de très intéressant se produit. Nous commençons à entendre ce que notre vie quotidienne essaie de nous dire. Nous découvrons que nos habitudes ne sont pas neutres, que chaque geste, répété des milliers de fois, dessine silencieusement le contour de notre rapport à nous-mêmes. Il existe dans la psychologie analytique une notion que Jung a développée à travers ses études approfondies de l'alchimie médiévale, qu'il voyait non pas comme une protochimie naïve, mais comme une immense métaphore du processus de transformation psychique. Les alchimistes parlèrent de la nécessité de préparer le vase, de nettoyer et de purifier le récipient avant d'y engager le grand œuvre de transformation. Jung y voyait l'image de la nécessité de préparer la psyché avant d'entreprendre le travail de connaissance de soi. Et cette préparation passe par des actes concrets, par des gestes qui signifient, même lorsque leur sens n'est pas immédiatement apparent à la raison. Ranger sa maison avec soin, choisir délibérément où placer ses outils de travail, créer des espaces qui reflètent le respect que l'on se porte, tout cela participe à ce travail de préparation. Non pas comme une recette magique, mais comme une pratique symbolique qui nourrit quelque chose dans l'inconscient. Les sociétés traditionnelles, que Jung a étudiées longuement à travers ses voyages en Afrique, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi qu'à travers sa connaissance encyclopédique des mythologies du monde, accordait une attention extraordinaire aux espaces de vie et aux objets du quotidien. Chaque coin de la maison avait une signification, chaque outil était traité avec un respect qui reflétait la compréhension que ces cultures avaient du lien entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Nos sociétés modernes ont largement perdu ce rapport symbolique aux objets et aux espaces. Nous vivons entourés de choses auxquelles nous n'accordons plus de sens, et cette perte de sens n'est pas sans conséquence sur notre psyché. Le sentiment de vide, de déconnexion, d'absence de profondeur que tant de personnes ressentent dans la vie contemporaine est peut-être aussi lié à cette incapacité à habiter symboliquement notre propre espace de vie. Jung ne nous demandait pas de revenir à une pensée magique ou de nous soumettre à des superstitions. Il nous invitait à quelque chose de bien plus exigeant et de bien plus libérateur, à développer une relation consciente avec les symboles qui peuplent notre vie, à écouter ce que notre environnement immédiat nous dit sur notre état intérieur et à utiliser cette compréhension comme un levier de transformation. Car lorsque nous modifions quelque chose dans notre environnement avec une intention claire et une conscience de ce que ce changement signifie pour nous, nous agissons simultanément sur notre psyché. Pas par magie, mais par le biais de ce dialogue permanent entre le conscient et l'inconscient que toute la psychologie analytique cherche à nourrir et à approfondir. Alors, où placez-vous votre balai ? Et derrière cette question en apparence dérisoire se cache une interrogation bien plus vaste. Quelle attention portez-vous aux espaces de votre vie qui semblent indignes d'attention ? Quels outils, quels aspects de votre quotidien traitez-vous avec négligence en pensant qu'ils n'ont aucune importance ? Y a-t-il dans votre maison, dans votre vie, dans votre psyché, des recoins que vous préférez ne pas regarder, des portes que vous n'osez pas ouvrir, des dimensions de vous-même que vous avez reléguées dans l'ombre parce qu'elles vous semblaient inférieures, encombrantes, ou tout simplement trop compliquées à intégrer ? Ces questions ne sont pas des accusations, elles sont des invitations. Elles sont le type de questions que Jung posait à ses patients, non pas pour les juger, mais pour les aider à entendre ce que leur vie cherchait à leur dire depuis longtemps à travers des voix que la raison seule ne saurait décoder. La prospérité réelle, celle qui dure, celle qui s'enracine dans une vie qui a du sens, ne naît jamais d'une seule décision financière ou d'un seul coup de chance. Elle naît d'une posture intérieure, d'un rapport à soi-même et au monde, qui permet de recevoir, d'entretenir et de faire fructifier ce qui nous est donné. Et cette posture se construit dans les détails, dans les gestes répétés, dans les choix que nous faisons sur la manière d'habiter notre espace, de traiter nos outils, de regarder ou d'éviter certaines parties de notre réalité quotidienne. Jung avait compris que la transformation ne commence jamais dans les grands élans, mais dans l'infime, dans le quotidien, dans ce qui semble trop ordinaire pour mériter réflexion. Et c'est précisément là, dans l'ordinaire regardé avec des yeux neufs, que la psychologie analytique trouve son terrain le plus fertile. Il existe un concept que Jung a emprunté à la physique de son temps et réinterprété de manière profondément originale, celui de la synchronicité. La synchronicité désigne ces coïncidences significatives qui n'ont pas de lien causal apparent, mais qui résonnent de manière tellement précise avec notre état intérieur qu'elles semblent porter d'un sens impossible à nier. Jung ne proposait pas de les expliquer rationnellement. Il invitait à les observer, à les tenir dans la conscience comme on tient une question ouverte, sans chercher à la fermer trop vite. Et il est frappant de constater que beaucoup de personnes qui s'engagent dans un travail de conscience sur leur espace intérieur, qui commencent à soigner intentionnellement leur environnement, à prendre soin de leurs outils,
à renoncer aux comportements négligents qui reflétaient une posture d'indignité, signalent souvent des changements dans leur vie extérieure qui semblent dépasser la simple logique de cause à effet. Non pas parce qu'une règle cosmique a été respectée, mais parce que leur attitude intérieure a changé, et que cette attitude nouvelle porte ses fruits dans leur perception, leurs décisions et leurs interactions avec le monde. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. C'est la reconnaissance que l'être humain est un système profondément intégré, dans lequel l'intérieur et l'extérieur dialoguent en permanence, dans lequel les symboles et les gestes rituels peuvent agir comme des points d'entrée vers des changements qui dépassent leur apparence initiale. Et c'est là que réside la beauté la plus singulière de la pensée de Carl Gustav Jung. Il nous a rendu une chose que la modernité rationalisante avait tenté de nous confisquer, à savoir la capacité à habiter notre propre vie avec profondeur, avec sens, avec ce sentiment que chaque geste, même le plus humble, participe à quelque chose de plus grand que lui-même. Alors la prochaine fois que vous prendrez votre balai en main, peut-être vous souviendrez-vous de cette invitation. Pas comme une règle à suivre, pas comme une superstition à respecter, mais comme une occasion de regarder votre rapport à votre espace, à votre quotidien, à vous-même. Posez-le avec soin. Choisissez pour lui un endroit qui ait du sens. Et observez ce que ce simple geste accompli avec conscience peut éveiller en vous. Car la psychologie analytique de Jung ne nous propose pas des solutions. Elle nous propose quelque chose de bien plus précieux. Une manière d'habiter notre propre intériorité avec curiosité, avec respect et avec la conviction que les questions les plus importantes ne se trouvent jamais là où nous pensons les chercher, mais toujours là où nous n'avions pas encore osé regarder. Le chemin vers une vie plus abondante, plus alignée et plus profondément vécue commence presque toujours par ce genre de révélation modeste et bouleversante à la fois. L'extraordinaire est caché dans l'ordinaire. Le symbole est dissimulé dans le geste banal. Et l'inconscient parle à travers les objets que nous touchons chaque jour, si seulement nous acceptons de tendre l'oreille vers ce langage que la raison seule ne peut traduire, mais que quelque chose en nous comprend depuis toujours. Si les idées de Carl Gustav Jung ont éveillé quelque chose en vous aujourd'hui, quelque chose qui ressemble à une question, à une reconnaissance, à une envie de regarder votre vie différemment, alors ce n'est peut-être pas un hasard que vous ayez cliqué sur cette vidéo. Cette chaîne est un espace pour ceux et celles qui souhaitent explorer les profondeurs de la psyché humaine, comprendre les symboles cachés dans le quotidien et cheminer vers une existence plus consciente et plus authentique. Laissez un like si ce voyage intérieur vous a touché, abonnez-vous pour ne manquer aucune exploration future et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, porte peut-être en lui des questions que la surface de la vie ordinaire ne suffit plus à satisfaire. La connaissance de soi est le plus exigeant et le plus libérateur des chemins. Et ce chemin, vous ne le faites jamais vraiment seul.